Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Il n'y a pas de honte à être en situation difficile. Pas mal de personnes sont dans le besoin. Pour la 4e année consécutive, le restaurant Agapé, en collaboration avec notre association Action Froid, organise une soupe solidaire. Notre objectif, préparer 300 litres de soupe pour aider les plus pauvres en grande difficulté face à la vague de froid qui recouvre le pays depuis quelques jours. Vous avez envie de les aider ? Participez à cette action de générosité et de partage. On cherche des bénévoles motivés. Seuls, en famille ou entre amis, venez le samedi 25 février au restaurant Agapé, donnez un peu de votre temps en épluchant et en découpant des légumes. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Il n'y a pas de honte à être en situation difficile. Pas mal de personnes sont dans le besoin. Pour la 4e année consécutive, le restaurant Agapé, en collaboration avec notre association Action Froid, organise une soupe solidaire. Notre objectif, préparer 300 litres de soupe pour aider les plus pauvres en grande difficulté face à la vague de froid qui recouvre le pays depuis quelques jours. Vous avez envie de les aider ? Participez à cette action de générosité et de partage. On cherche des bénévoles motivés. Seuls, en famille ou entre amis, venez le samedi 25 février au restaurant Agapé, donnez un peu de votre temps en épluchant et en découpant des légumes. Bien fouiller, c'est la règle de base pour faire de bonnes affaires dans une brocante. Soyez prête à mettre les mains dans les cartons, à soulever la poussière, à être déçu. C'est comme ça que vous arriverez à trouver l'objet de vos rêves. N'hésitez pas à demander le prix immédiatement. Fixez-vous votre propre prix dans votre tête et essayez de vous en rapprocher en négociant avec le vendeur. Usez des techniques habituelles. Annoncez un prix bien inférieur à celui auquel vous seriez prête à l'acheter. N'hésitez pas à dire que c'est trop cher, mettez en avant ses défauts, demandez une réduction si vous prenez plus d'un objet. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Bien fouiller, c'est la règle de base pour faire de bonnes affaires dans une brocante. Soyez prête à mettre les mains dans les cartons, à soulever la poussière, à être déçu. C'est comme ça que vous arriverez à trouver l'objet de vos rêves. N'hésitez pas à demander le prix immédiatement. Fixez-vous votre propre prix dans votre tête et essayez de vous en rapprocher en négociant avec le vendeur. Usez des techniques habituelles. Annoncez un prix bien inférieur à celui auquel vous seriez prête à l'acheter. N'hésitez pas à dire que c'est trop cher, mettez en avant ses défauts, demandez une réduction si vous prenez plus d'un objet. Comment le sport a-t-il influencé ta vie ? Sans sport, je n'aurais jamais été le même. J'ai quitté ma famille vers 12-13 ans pour le Centre national du football de Clairefontaine, où passent tous les espoirs du football français. On s'y forme au football, mais aussi on apprend l'autonomie.
Même s'il ne faut pas généraliser, on s'est toujours senti plus mature que nos copains. Depuis que tu joues au foot, tu as rencontré beaucoup d'éducateurs. Qui t'a marqué le plus? Je me souviens d'un entraîneur à Clairefontaine qui nous invitait à être irréprochables partout, sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Et tes relations avec les copains de l'équipe? Dans un sport comme le football, surtout si tu es gardien de but, tu apprends à faire confiance à tes coéquipiers. On connaît beaucoup de situations où le manque de confiance entre les joueurs leur a coûté le match. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3. Comment le sport a-t-il influencé ta vie? Sans sport, je n'aurais jamais été le même. J'ai quitté ma famille vers 12-13 ans pour le Centre national du football de Clairefontaine, où passent tous les espoirs du football français. On s'y forme au football, mais aussi on apprend l'autonomie. Même s'il ne faut pas généraliser, on s'est toujours senti plus mature que nos copains. Depuis que tu joues au foot, tu as rencontré beaucoup d'éducateurs. Qui t'a marqué le plus? Je me souviens d'un entraîneur à Clairefontaine qui nous invitait à être irréprochables partout, sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Et tes relations avec les copains de l'équipe? Dans un sport comme le football, surtout si tu es gardien de but, tu apprends à faire confiance à tes coéquipiers. On connaît beaucoup de situations où le manque de confiance entre les joueurs leur a coûté le match. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Ma réorientation professionnelle a été une très bonne décision. Elle m'a permis d'être prise au sérieux puisque je venais d'un milieu considéré comme très superficiel, le monde de la télévision. J'avais arrêté mon ancien métier à la télé pour m'occuper de mon fils qui venait de naître. Quand il a eu 2 ans, j'ai réalisé que je n'avais aucun diplôme, aucun avenir, à part celui d'être dépendante du père de mon fils. Ça m'a fait un électrochoc. Je me suis mise à rechercher un emploi qui me conviendrait et je me suis donné l'objectif de réussir quoi qu'il arrive. Je suis aujourd'hui diplômée du BTS Profession immobilière. J'ai aussi une licence de gestionnaire en affaires immobilières de l'ESPI, la meilleure école d'études supérieures en immobilier à Paris. On ne pouvait pas espérer mieux. « 2. Pendant 20 ans, j'ai enseigné l'histoire aux collégiens. J'aimais la leur raconter et les passionner par la matière. Finalement, mon goût pour la narration m'a fait tourner le dos au métier d'enseignant pour devenir romancier à 54 ans. J'ai publié quelques ouvrages pédagogiques et dernièrement l'Histoire de France pour les nuls. Ce livre a un succès incontestable. Mon ouvrage est accessible pour toute la famille. Il a pour objectif de faciliter la tâche de ceux qui veulent apprendre l'histoire. Je suis fier de pouvoir réconcilier les Français avec l'histoire de France. « 3. J'ai été tour à tour responsable de magasin de vêtements, nourrice, puis gardienne d'immeuble. Maintenant, je suis concierge. Quand je ne suis pas dans ma loge, je me promène dans Paris pour faire des photos. Je suis autodidacte et je me suis mise à la photographie il y a 5 ans pour le plaisir et pour profiter de la capitale. Bientôt, je vais exposer une 30aine de mes clichés. C'est magnifique. Mon métier, il n'est pas passionnant, mais il me déplaît moins depuis que je fais de la photo.
4. D'abord, j'ai travaillé dans le quartier d'affaires de la Défense comme consultant pour un groupe pétrolier. Il s'agissait d'évaluer les risques psychosociaux dans l'entreprise et de proposer des recommandations. En fait, on m'utilisait pour faire passer des mesures qui n'étaient pas conformes à mes valeurs. À un moment donné, j'ai compris que je proposais des stratégies contradictoires à ce que je pensais. Et je suis parti. J'ai passé 6 mois en Asie. Ça m'a permis de découvrir ce que j'avais envie de faire et de rencontrer des gens formidables, des petits producteurs, des artisans locaux. C'est ce qui m'a poussé à ouvrir une entreprise de cosmétiques. Aujourd'hui, je gagne 2 fois moins qu'avant, mais ma vie est une vraie satisfaction. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Ma réorientation professionnelle a été une très bonne décision. Elle m'a permis d'être prise au sérieux puisque je venais d'un milieu considéré comme très superficiel, le monde de la télévision. J'avais arrêté mon ancien métier à la télé pour m'occuper de mon fils qui venait de naître. Quand il a eu 2 ans, j'ai réalisé que je n'avais aucun diplôme, aucun avenir, à part celui d'être dépendante du père de mon fils. Ça m'a fait un électrochoc. Je me suis mise à rechercher un emploi qui me conviendrait et je me suis donné l'objectif de réussir quoi qu'il arrive. Je suis aujourd'hui diplômée du BTS Profession immobilière. J'ai aussi une licence de gestionnaire en affaires immobilières de l'ESPI, la meilleure école d'études supérieures en immobilier à Paris. On ne pouvait pas espérer mieux. « 2. Pendant 20 ans, j'ai enseigné l'histoire aux collégiens. J'aimais la leur raconter et les passionner par la matière. Finalement, mon goût pour la narration m'a fait tourner le dos au métier d'enseignant pour devenir romancier à 54 ans. J'ai publié quelques ouvrages pédagogiques et dernièrement l'Histoire de France pour les nuls. Ce livre a un succès incontestable. Mon ouvrage est accessible pour toute la famille. Il a pour objectif de faciliter la tâche de ceux qui veulent apprendre l'histoire. Je suis fier de pouvoir réconcilier les Français avec l'histoire de France. « 3. J'ai été tour à tour responsable de magasin de vêtements, nourrice, puis gardienne d'immeuble. Maintenant, je suis concierge. Quand je ne suis pas dans ma loge, je me promène dans Paris pour faire des photos. Je suis autodidacte et je me suis mise à la photographie il y a 5 ans pour le plaisir et pour profiter de la capitale. Bientôt, je vais exposer une trentaine de mes clichés. C'est magnifique. Mon métier, il n'est pas passionnant, mais il me déplaît moins depuis que je fais de la photo. « 4. D'abord, j'ai travaillé dans le quartier d'affaires de la Défense comme consultant pour un groupe pétrolier. Il s'agissait d'évaluer les risques psychosociaux dans l'entreprise et de proposer des recommandations. En fait, on m'utilisait pour faire passer des mesures qui n'étaient pas conformes à mes valeurs. À un moment donné, j'ai compris que je proposais des stratégies contradictoires à ce que je pensais. Et je suis parti. J'ai passé 6 mois en Asie. Ça m'a permis de découvrir ce que j'avais envie de faire et de rencontrer des gens formidables, des petits producteurs, des artisans locaux. C'est ce qui m'a poussé à ouvrir une entreprise de cosmétiques. Aujourd'hui, je gagne 2 fois moins qu'avant, mais ma vie est une vraie satisfaction. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, les Français sont plus attentifs au contenu de leur assiette? Dieu merci, oui. Il y a une vraie évolution dans le comportement alimentaire des gens. Aujourd'hui, il n'est plus question de se laisser influencer par la publicité et de manger n'importe quoi. Les Français exigent la vérité, ils veulent connaître l'origine exacte des produits, par exemple. Le critère décisif du choix n'est plus le prix du produit. Selon vous, la mode pour la nourriture bio a joué un grand rôle dans cette prise de conscience? Disons qu'elle a aidé à faire comprendre qu'on ne mange pas seulement pour se nourrir, mais aussi pour être en bonne santé. C'est une clé importante. Je suis personnellement pour le bio, tout mon potager est 100% naturel. Mais c'est un marché réservé à une clientèle riche. Ce n'est pas encore très populaire. Il manque au bio un véritable réseau de distribution. Je pense aussi qu'il y a un problème d'éducation. Les gens ont été habitués pendant des années à acheter des produits sans valeur gustative, mais très beaux. Se tourner maintenant vers des produits de meilleure qualité, mais en général beaucoup moins esthétiques, comme ceux que propose le bio, c'est difficile. Si tout le monde avait un petit bout de jardin ou un pot sur son balcon pour voir comment pousse un légume, on comprendrait mieux la mécanique de la maturité. On verrait qu'un produit n'a pas besoin d'être beau pour être bon. Ça faciliterait peut-être le passage au bio. Que proposez-vous comme solution bon marché lorsqu'on n'a pas de potager? Il faut absolument manger de saison et le plus local possible. Ce qui est de saison est forcément toujours moins cher. Et le local n'a pas eu besoin de parcourir des kilomètres pour arriver jusqu'à vous. Et moins de trajets, ça veut dire moins de chambres froides et plus de vitamines conservées à l'arrivée. Ça marche pour tout. Il y a des saisons pour les fruits et les légumes, mais aussi pour le poisson et la viande. Il faut également cuisiner au maximum, ne rien acheter de manufacturé quand on peut le faire soi-même. Vous-même, vous n'achetez jamais rien de tout préparé? Si, une seule et unique chose, la pâte feuilletée. J'en ai toujours un rouleau dans mon frigo pour improviser une tarte si des amis arrivent. Sinon, je fais tout. Bien sûr, mes repas ne sont pas toujours des festins. Le soir, par exemple, je me contente d'une soupe chaude ou froide et d'un fruit. J'ai perdu 5 kilos comme ça. Et surtout, je me sens mieux et je dors mieux. Manger moins le soir est aussi, selon moi, une bonne habitude à prendre. Quels sont, à votre avis, les plus gros symboles de la malbouffe? Évidemment, ce sont les fast-foods. Pourquoi tant d'argent dépensé dans les hamburgers alors que c'est si simple, meilleur et moins cher de s'acheter un bon morceau de pain et 1 ou 2 tranches de jambon et de se faire soi-même un bon sandwich? Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les Français sont plus attentifs au contenu de leur assiette? Dieu merci, oui. Il y a une vraie évolution dans le comportement alimentaire des gens. Aujourd'hui, il n'est plus question de se laisser influencer par la publicité et de manger n'importe quoi. Les Français exigent la vérité, ils veulent connaître l'origine exacte des produits, par exemple. Le critère décisif du choix n'est plus le prix du produit. Selon vous, la mode pour la nourriture bio a joué un grand rôle dans cette prise de conscience? Disons qu'elle a aidé à faire comprendre qu'on ne mange pas seulement pour se nourrir, mais aussi pour être en bonne santé. C'est une clé importante. Je suis personnellement pour le bio, tout mon potager est 100% naturel. Mais c'est un marché réservé à une clientèle riche. Ce n'est pas encore très populaire. Il manque au bio un véritable réseau de distribution. Je pense aussi qu'il y a un problème d'éducation. Les gens ont été habitués pendant des années à acheter des produits sans valeur gustative, mais très beaux.
Se tourner maintenant vers des produits de meilleure qualité, mais en général beaucoup moins esthétiques, comme ceux que propose le bio, c'est difficile. Si tout le monde avait un petit bout de jardin ou un pot sur son balcon pour voir comment pousse un légume, on comprendrait mieux la mécanique de la maturité. On verrait qu'un produit n'a pas besoin d'être beau pour être bon. Ça faciliterait peut-être le passage au bio. Que proposez-vous comme solution bon marché lorsqu'on n'a pas de potager? Il faut absolument manger de saison et le plus local possible. Ce qui est de saison est forcément toujours moins cher. Et le local n'a pas eu besoin de parcourir des kilomètres pour arriver jusqu'à vous. Et moins de trajets, ça veut dire moins de chambres froides et plus de vitamines conservées à l'arrivée. Ça marche pour tout. Il y a des saisons pour les fruits et les légumes, mais aussi pour le poisson et la viande. Il faut également cuisiner au maximum, ne rien acheter de manufacturé quand on peut le faire soi-même. Vous-même, vous n'achetez jamais rien de tout préparé? Si, une seule et unique chose, la pâte feuilletée. J'en ai toujours un rouleau dans mon frigo pour improviser une tarte si des amis arrivent. Sinon, je fais tout. Bien sûr, mes repas ne sont pas toujours des festins. Le soir, par exemple, je me contente d'une soupe chaude ou froide et d'un fruit. J'ai perdu 5 kilos comme ça. Et surtout, je me sens mieux et je dors mieux. Manger moins le soir est aussi, selon moi, une bonne habitude à prendre. Quels sont, à votre avis, les plus gros symboles de la malbouffe? Évidemment, ce sont les fast-foods. Pourquoi tant d'argent dépensé dans les hamburgers alors que c'est si simple, meilleur et moins cher de s'acheter un bon morceau de pain et une ou deux tranches de jambon et de se faire soi-même un bon sandwich? Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.